tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être avec David Destock. Bonjour David. Bonjour Cécile. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter, puisque nous allons parler d'IA générative et surtout de cas d'usage, et que vous avez fait un travail de réalisation et de réflexion fantastique. Alors en quelques mots, qui êtes-vous? Alors, donc je m'appelle David Destock et moi j'ai le plaisir d'être membre du directoire au sein du groupe Oasis et compagnie, un cabinet de conseil en accompagnement des transformations de ressources humaines. Et dans ce cadre-là, au sein du groupe, qui est composé aujourd'hui d'à peu près 600 à 610 salariés, nous avons lancé depuis maintenant un an une démarche que nous avons appelée le foisonnement IA pour notre groupe de conseil RH. Alors c'est passionnant parce qu'en fait, vous avez plein de métiers différents, des métiers de créativité, de conseil, de knowledge management. Et donc, vous avez testé tout en essayant de voir déjà dans vos équipes en interne qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que dans un premier temps, peut-être vous pouvez nous dire quels sont a posteriori les grands leviers, voilà, de votre expérience avec l'IA générative? Tout à fait. Alors, vous avez raison de parler de levier, Cécile, parce que, il y a maintenant un an de cela, il y a eu un phénomène déclencheur, c'est votre intervention lors de notre campus annuel qui a lieu chaque été. Et au cours de ce campus, nous avions décidé, suite à votre intervention, de lancer cette démarche de foisonnement IA au travers de 6 leviers. Le premier, c'est qu'il nous a fallu très rapidement poser le sujet et cartographier. Donc, la première chose que je suggère, c'est un levier de cartographie. Au sein de chacune des entreprises, il faut poser les applications métiers pour son entreprise. Le deuxième levier, pardon, a consisté à nommer à choisir des volontaires et avoir des ambassadeurs IA dans chacun de nos métiers, chacune de nos entreprises. Troisième, le plus important, ça a été de mettre en place tout un dispositif de sensibilisation, de formation et de communication au long cours. Ça a passé par notamment des formations, puisque nous avons formé plus de 250 collaborateurs en moins de 3 mois. Nous avons également mis en place une vingtaine de formations spécifiques à ChatGPT. Et puis, nous avons lancé également une newsletter digitale Insight IA mensuelle. Et puis, enfin, nous avons également intégré dans le onboarding des nouveaux salariés toutes ces dimensions de l'IA générative. Le quatrième levier a consisté aussi à intégrer rapidement ce qu'on pourrait qualifier une charte éthique d'utilisation de l'IA au sein de notre groupe. Et ça a été l'occasion de rédiger et d'intégrer cette charte d'IA générative dans notre charte informatique. Cinquième levier, il a fallu rapidement faire des retours d'expérience, et ça à chaud et à tienne. Donc ça, c'est le cinquième levier. N'oublions pas de mettre en place des retours d'expérience par des envois de questionnaires, par un certain nombre de retours des utilisateurs sur le terrain. Et puis le dernier levier, c'est qu'il a fallu mettre en place un dispositif de gestion de cette connaissance, de knowledge management par des bibliothèques de thématiques de prompt, par des réunions de partage de pratiques au sein de ces référents ambassadeurs IA dont je parlais tout à l'heure. Voilà un petit peu les 6 leviers: cartographie, ambassadeur, sensibilisation, formation, communication, charte éthique, retour d'expérience et knowledge management. Alors c'est passionnant parce qu'on voit qu'il y a à la fois un axe donc légal avec une conformité, hein, la data, mais également la réglementation, l'éthique, c'est très important d'avoir le cadre. Et puis ensuite, on va de plus précis avec les ambassadeurs, donc les personnes qui portent, puis la formation, et ensuite les outils. Et là, c'est passionnant de voir que vous n'attaquez pas le sujet avec l'axe outil, mais que vous l'intégrez peut-être comme le dernier maillon de la chaîne. Alors, peut-être allons plus loin sur les cas d'usage. Si vous aviez à partager des cas d'usage, qu'est-ce que vous avez envie de nous présenter? Alors, peut-être dans un premier temps, avant de zoomer ou de faire un focus sur 3 cas d'usage très spécifiques, se dire que sur l'ensemble du groupe, puisque nous sommes un cabinet de conseil en accompagnement des entreprises dans leur transformation RH, dans l'accompagnement de personnes également en recherche d'emploi, dans un premier temps, faire une sorte de bibliothèque de tous ces usages. Et ça passe par des usages qui sont des usages, dans un premier temps, liés à la recherche, à l'analyse, savoir poser le sujet. Donc, il a fallu utiliser l'IA générative comme un outil d'aide à la recherche de formules, de dispositifs, de modèles. Ça a été également l'occasion d'avoir, grâce à ChatGPT notamment, qui est l'outil que nous avons intégré en version professionnelle, d'avoir un outil d'aide à la construction de supports de travail, que ce soit des documents Word, PPT, très opérationnels, bien évidemment. C'était aussi l'occasion d'avoir un outil qui nous aide à concevoir notamment des nouveaux ateliers, des nouveaux dispositifs d'accompagnement de nos candidats, nos clients, bien évidemment. C'est également l'occasion d'avoir un outil qui nous a aidé notamment à analyser, synthétiser des résultats, des
des enquêtes, des baromètres sociaux internes, externes. Ça a été aussi l'occasion d'utiliser ChatGPT sur ce qu'il est à la base, c'est-à-dire un générateur aussi de textes, de comptes rendus, de posts, de synthèses d'articles, etc., etc. Il faut aussi savoir que ChatGPT nous a aidé à nous améliorer dans des systèmes de correction et de formulation de documents que nous utilisons avec nos clients, nos candidats, nos coachés, nos formés. Et puis, dernier point, ça a été aussi l'occasion dans des métiers plutôt de conseil chez nous d'avoir des outils d'aide à l'analyse, notamment de documents complexes, tout en respectant la confidentialité, bien évidemment, les analyses de marché, identification de certains bassins d'emploi, certaines zones. Et puis, dernière chose, ça a été aussi un outil qui nous permet de faire de la retranscription entre de l'audio et du texte et inversement, du texte vers de l'audio. Donc ça, c'est quand même un outil qui nous a bien aidé sur ces sujets-là. Ça, on va dire, c'est de façon très générale. Mais si on zoome dans un premier temps sur un premier cas d'usage, on peut s'arrêter dans un premier temps, sauf si vous avez une question à poser complémentaire, hein, Cécile. Mais le premier cas d'usage, c'est la création notamment d'un certain nombre d'outils personnalisés pour analyser des données de questionnaires, puisque une partie de nos métiers consiste à mener des baromètres sociaux, des enquêtes de climat, de fonctionnement dans les entreprises ou les organisations publiques. Le premier besoin qu'on a identifié rapidement, c'est comment ChatGPT peut nous aider à analyser des résultats, souvent avec énormément de répondants, plusieurs milliers de réponses parfois, contenant des questions ouvertes, avec beaucoup de verbatim. Un exemple très concret, pour une enquête d'opinion interne, nous avons eu à traiter 1200 verbatim extrêmement importants et très nombreux. Cette analyse globale a été facilitée par ChatGPT puisqu'on a pu, grâce à des micro-analyses avec des filtres que nous avons créés sur ChatGPT, faire plus de 60 analyses spécifiques pour une soixantaine d'équipes dans une entreprise. Donc c'est vraiment très intéressant d'utiliser ChatGPT et l'IA générative comme un outil d'analyse. La solution qu'on avait mise en place, c'est la création tout simplement d'un GPT personnalisé. Ça nous a permis d'analyser, de structurer des réponses de questionnaires et notamment des questions ouvertes. Ça, c'est le premier point. Donc, ça nous permet la lecture approfondie des verbatims, ça nous permet de créer des catégories basées sur des idées principales émises par les salariés, les répondants. Ça nous a permis d'assigner aussi pour chaque réponse une catégorie, notamment, je ne sais pas, sur les risques psychosociaux, sur le management. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que ça nous a permis d'identifier, de marquer et de cibler des réponses qui sont parfois ambiguës, pour en faire toujours une révision la plus manuelle possible. Pourquoi? Parce que ChatGPT n'est qu'un outil. Il a fallu que nos équipes de consultants traitent derrière de façon manuelle et beaucoup plus humaine, bien évidemment. L'enseignement qu'on peut tirer de ce premier cas d'usage, c'est que la création d'un GPT personnalisé pour analyser des données d'un baromètre interne et social a nécessité beaucoup de temps en réalité chez nous. Il a fallu faire pas mal d'itérations et pas mal de tests, et notamment on l'a utilisé pour notre propre baromètre interne avant de le généraliser auprès de nos clientèles. Le deuxième enseignement, c'est que son utilisation, en réalité, elle a fait gagner beaucoup de temps par la suite. Et aujourd'hui, je vous avoue qu'on est assez satisfait de ce GPT personnalisé sur l'analyse de questionnaires internes, tout simplement. Donc ça, c'est passionnant parce qu'en fait, au lieu d'utiliser des outils classiques dans le commerce qui font de l'analyse textuelle, on l'utilise beaucoup en recherche, vous avez créé un GPT, ce qui correspond à vos filtres, vos utilisations et qui va être amélioré au fur et à mesure de l'analyse des questionnaires, j'imagine. Donc ça, c'est un Exactement. premier exemple positif. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Alors oui, il y a un deuxième cas d'usage intéressant, c'est que le premier finalement était en lien avec un sujet où on pose et on analyse. Le deuxième cas d'usage, c'est plutôt montrer que ChatGPT est aussi un outil qui nous aide à créer, à imaginer, à innover, à être créatif. Le besoin, il est très simple, c'est que nous avons des activités de formation, notamment managériales pour nos clients. Dans ce cadre-là, le besoin que nous avions identifié rapidement l'été dernier, c'est comment enrichir nos formations managériales en créant des études de cas ou des mises en situation pertinentes permettant à tous nos apprenants, nos stagiaires, nos formés en management, d'appliquer leurs connaissances théoriques à des situations pratiques. Et là, pour le coup, on a essayé d'avoir des approches pédagogiques modernes, innovantes. Et pour ça, la solution, c'est que nous avons à nouveau utilisé ChatGPT, notamment pour nous aider à créer des nouveaux contenus pédagogiques, notamment la génération d'études de cas détaillées et très personnalisées en fonction des secteurs d'activité de nos clients, avec des défis spécifiques parfois, des mises en situation, des missions et des compétences managériales que nous souhaitions développer avec nos clients.
Le deuxième point, c'est que ça nous a permis de créer beaucoup de mises en situation, mais aussi des jeux de rôle, notamment basés sur des situations réelles. Ou parfois hypothétiques, bien évidemment. Et la troisième solution qui a été mise en œuvre dans ce cadre-là, c'est aussi l'aide à l'écriture de séquences pédagogiques toujours plus innovantes pour nos formations. Donc on voit que c'est aussi une aide à la création avec quand même trois enseignements. Le premier, c'est qu'il y a un gain de temps, une personnalisation des contenus qui est quand même extrêmement intéressante. Le deuxième enseignement, c'est qu'il faut quand même un point d'intention. C'est que cette créativité, il est plutôt intéressant de la mettre a posteriori. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'exercer avant d'utiliser ChatGPT sur un minimum de créativité, d'idées qu'on va tester sur l'outil de ChatGPT. Et pas l'inverse, parce qu'on a tendance à se laisser porter par la créativité de ChatGPT qui n'existe pas forcément. Donc le point d'attention, c'est qu'il faut quand même rédiger ensuite un prompt très détaillé afin de, en tout cas, de garantir en tout cas cette réponse adaptée aux besoins, aux problématiques de nos apprenants notamment, pour ne pas s'éloigner de leur réalité et pas être trop dans le côté hallucinatoire que crée ChatGPT parfois. Voilà. Génial. Donc là, on est vraiment sur un cas où vous n'avez pas créé un GPTs, mais vous avez vraiment créé en fait des étapes pour arriver à un livrable à partir d'un prompt. Donc c'est une autre Exactement. façon d'utiliser l'IA générative. Et allez, pour la fin, un petit troisième exemple peut-être? Oui, alors dans un autre domaine ou une autre activité au sein du groupe, qui est l'école de formation métier de l'accompagnement et notamment la formation au coaching professionnel, nous avions lancé l'été dernier un projet expérimental de création d'un coach virtuel alimenté par l'IA générative. L'idée, c'était simplement permettre à nos coachs qui se formaient au métier du coaching d'intégrer dans leur pratique l'utilisation d'un chatbot, notamment d'un coach virtuel. Le besoin était clairement lié à ça. C'est comment l'intégrer dans nos propres formations. Donc la solution, ça a été de lancer un projet expérimental avec un partenaire dans le cadre d'une formation au coaching professionnel pour créer un agent conversationnel alimenté par l'IA. Et cet IA coach prenait vraiment la forme d'un avatar virtuel et pouvait utiliser toutes les méthodologies d'un coaching classique. On peut notamment y intégrer l'écoute active, y intégrer la notion de questionnement, d'infosystème, de formulation, la méthode GROW, que tout le monde connaît bien évidemment. Et les apprenants volontaires, dans ce cadre-là, qui étaient tous volontaires pour la tester, pouvaient se faire une meilleure représentation de ce qu'est une IA coach en quelque sorte. Et l'objectif, c'était de pouvoir donner des opportunités de formation et de développement et renforcer les compétences qui découlent de cette utilisation de l'IA coaching pour des coachs professionnels. Les enseignements sont assez nombreux. Le premier enseignement, c'est qu'il y a quand même des points positifs. C'est que ça a permis d'expérimenter et d'avoir une appréciation assez positive de la part des coachs professionnels pour le tester. La qualité de la reformulation, le bon questionnement, la bonne compréhension des problématiques étaient réels de la part de l'IA coach en tout cas. Néanmoins, il y a quelques limites. C'est que l'IA coach ou ce chatbot conversationnel ne peut pas vraiment ressentir les émotions de son interlocuteur. Donc, on n'a pas forcément la capacité à avoir un coach qui se projette avec nous dans un exercice de coaching. Donc, c'est quand même très délicat et ça n'a pas tendance à aller droit au but. Ça formule un certain nombre d'itérations, bien évidemment. Et la troisième limite importante, c'est qu'en termes de RGPD et de sécurité des systèmes d'information, c'est vrai qu'il était difficile pour nous de maîtriser tous les risques autour du respect de la confidentialité et des données personnelles. Donc ça nous a obligé à suspendre pour l'instant cette expérimentation en se disant qu'on allait attendre un tout petit peu avant de remettre ça, bien évidemment, dans nos formations au métier de coach. Et puis, dernier Alors, point, Cécile, oui. en matière de coaching, il est important d'avoir les notions du présent, du passé, du futur. Et c'est vrai qu'une IA coach n'a pas cette capacité à se projeter dans le futur avec son coaché, notamment si on s'appuie sur la méthode GROW qui commence par le but à atteindre. Voilà. Ah. Alors c'est passionnant parce qu'on voit bien là la différence entre l'IA générative en Europe et aux États-Unis, en Chine. Aux États-Unis, en Chine, comme il n'y a pas cette réglementation qui protège, on a la possibilité d'aller plus loin dans l'IA émotionnelle, avec l'analyse en temps réel par l'ordinateur des émotions des personnes pour une réponse par la machine qui est adaptée aux émotions perçues et analysées. Et donc, je pense qu'en fait, tout ce qui est coaching va beaucoup plus loin dans les propositions et les livrables aux États-Unis et en Chine qu'en Europe, parce que justement, des outils
différents et beaucoup plus liés à l'émotionnel sont possibles alors qu'on ne peut pas les utiliser sous la IACT et sous la RGPD en Europe. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est le débat entre l'innovation et la régulation qui est toujours donc en suspens. Donc pour terminer, Alors, peut-être, peut-être oui, peut-être David, juste, oui, Cécile, je m'arrête quelques secondes sur ce oui, sujet-là. Un autre cas d'usage pour lequel on réfléchit, c'est notamment la gestion, la prévention des risques psychosociaux. La oui. capacité à avoir des accompagnants de type IA générative ou chatbot conversationnel dans des situations où des personnes sont en détresse émotionnelle. C'est un sujet qui aujourd'hui est un vrai sujet RGPD, comme vous le dites, notamment en France et en Europe, dans l'IA Pact. Tout à Oui, fait. tout à fait. Et en même temps, c'est un vrai sujet humain puisqu'on s'aperçoit dans les statistiques, de plus en plus de personnes sont désengagées ou en tout cas ont besoin d'être ré-énergisées pour pouvoir être plus performantes. Donc, un magnifique sujet. Peut-être pour conclure, David, est-ce que vous avez des propositions, des conseils pour les RH? Alors, peut-être juste conclure par deux éléments clés. Le premier, c'est que il y a quand même quelques limites identifiées qu'il faut avoir en tête. En dehors des grands classiques liés au principe de l'utilisation de l'IA générative, la première limite, c'est qu'il y a un vrai questionnement sur la sécurité de l'information. Et notamment, l'utilisation des comptes professionnels peut nous aider et peut aider les entreprises. Les comptes professionnels sont très intéressants pour ça, dans le mode privatif et confidentiel. Deuxième point, il y a une impossibilité parfois de générer automatiquement ou de modifier des outils de travail communs, notamment les suites sur Microsoft, PPT, Excel. Et il faut utiliser différentes IA génératives et ça peut générer de la complexité. Le troisième point, c'est qu'il y a une fiabilité de l'information qu'il va falloir prendre en compte, même si c'est de moins en moins le cas avec les nouvelles versions, bien évidemment. Il y a un point qui est important, c'est qu'on a tendance à oublier le temps passé sur l'outil pour justement générer les bons prompts, les bons GPTs, les bonnes méthodologies, la fiabilité des réponses futures. Très important de savoir qu'il y a du temps en amont. Et ça, il y a un coût d'obtention de la qualité de l'IA générative à mettre en place. Et enfin, la recherche en ligne est souvent confondue avec Google et souvent confondue avec des outils de recherche. Ce n'est pas un outil de recherche classique, bien évidemment. Donc ça, c'est quand même quelques limites. Le dernier point, si on revient sur les 6 leviers dont on parlait au début, le plus important, c'est quand même avoir un système d'accompagnement du changement. Il faut s'appliquer à l'IA générative les mêmes principes que la conduite du changement pour un outil quel qu'il soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut intégrer les équipes, avoir une cartographie des usages, des métiers et surtout trouver les bénéfices et les gains le plus rapidement possible pour les utilisateurs. Sinon, ils ne vont pas vous suivre sur ces outils-là, bien évidemment. Merci infiniment, David, pour ce magnifique partage. Vraiment. Quelques mots pour peut-être résumer et conclure. La première idée qui me vient, c'est qu'en fait, avant toute expérimentation, on pose un cadre avec une stratégie, une éthique, des ambassadeurs et bien sûr les formations qui vont venir accompagner la transformation. La deuxième idée, c'est que dans les cas d'usage que vous avez expérimentés, vous avez le cas d'usage classique, c'est comment je crée un GPTs par rapport à un besoin. Vous, ça a été par rapport à l'analyse de questionnaire. Mais c'est vrai que c'est intéressant de commencer par créer un GPTs ou bien sûr avec d'autres outils que GPT, ça peut être Mistral, ça peut être Gemini, ça peut être Claude, etc., des agents, comme on les appelle. C'est important parce que ça permet déjà de voir comment on va individualiser une automatisation par rapport à un objectif. La deuxième idée, vous l'avez évoqué, c'est qu'en fait, avant de vouloir donner de la créativité à l'IA générative, il faut se poser pour se dire pourquoi je veux utiliser l'IA générative et quelle est ma créativité dans le prompt pour ensuite passer la main, le relais à la machine. Et c'est important, vous l'avez très bien dit, d'avoir une créativité en amont et non pas une créativité a posteriori parce qu'en fait, vous la limitez si vous ne le faites que dans un second temps. Donc, commencez par être créatif et ensuite embarquer la machine. Et la troisième idée, c'est que bien sûr, on a des envies, mais il faut rester conforme au cadre. Et là, votre expérience d'une IA coach, d'un avatar qui peut venir, bien sûr, aider à la QVT demain, à la RPS, au RPS, c'est une bonne idée, mais en même temps, il y a énormément de limites. Et la question de fond, pour moi, elle est triple. D'abord, attention, tout ce qu'on peut faire pour donner à chacun la possibilité de repérer les deepfakes,
parce que très souvent, on rentre dans le monde du faux et il faut savoir où ce faux peut nous tendre un piège pour ne pas échafauder nos clients. La deuxième idée, c'est qu'en fait, ce qu'on peut faire en Europe, ce n'est pas ce qu'on peut faire dans le monde. Donc, il faut savoir qu'en fait, on a une vision quand même limitée et que c'est toujours intéressant de voir les possibles ailleurs. Donc, regardez par exemple ce que font les IA coachs aux États-Unis ou en Chine, où on est sur des niveaux beaucoup plus avancés. Et la troisième idée, c'est qu'il faut toujours travailler en mode design thinking, en mode cas d'usage, et non pas vouloir tout embrasser d'un coup, parce que c'est la seule façon aujourd'hui d'accompagner la transformation du changement avec des petites victoires qui nous permettront d'être positifs et constructifs dans ce nouveau territoire qui semble immense et qui n'a de limite que notre imagination. Merci infiniment David pour votre témoignage et ce beau cadeau. Et Oasis est là, bien sûr, pour accompagner toutes les transformations, que ce soit en IA générative, en RH ou en innovation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, Cécile.